Actions de groupe. Les actions de groupe sont un outil important pour l'étude des groupes. Et d'ailleurs, on va voir que grâce aux actions, on peut redémontrer des énoncés des chapitres précédents. Et souvent, c'est des démonstrations plus naturelles, plus jolies, plus simples. Notamment, par exemple, la démonstration que l'application signature sur le groupe symétrique est un morphisme. C'était une démonstration, c'est un peu astucieux. On va voir que ça va se démontrer beaucoup plus naturellement grâce aux actions de groupe. Donc, voici la définition d'une action de groupe. Ça, j'ai un groupe, et eux un ensemble. Une action à gauche, il y a des actions à gauche et à droite. Une action à gauche de G sur E est une loi de composition externe qu'on va donc abréger par LCE. C'est une loi de composition externe, disons étoile, de G croix E dans E, et qui associe donc à un couple d'éléments Gx, un troisième élément, un élément de E, ou plutôt un deuxième élément de E, donc du coup, G étoile, qu'on note G étoile X, qui satisfait les conditions suivantes. On veut que l'élément neutre de G, donc E c'est toujours l'élément neutre de G, ce n'est pas un élément de E majuscule ici. Les éléments de E majuscule, je vais le noter X et Y. Donc ici, on veut que l'élément neutre du groupe E étoile X, ce soit toujours égal à X. Et je veux que une espèce d'associativité. Si je calcule d'abord un produit dans G et je le lâche sur un élément X de E, alors c'est la même chose que d'abord faire H étoile X et ensuite faire agir G. On appelle ça donc aussi G étoile X, c'est l'élément de E obtenu à partir de X en faisant agir l'élément petit g de G. Et ces conditions-là, bien sûr, on veut qu'elles soient satisfaites quel que soit G et H dans G et X dans E. Voilà tout simplement ce que c'est une action de groupe, une action à gauche. Ça rappelle quelque part deux conditions que vous avez vues pour un espace vectoriel. Ça vous est un espace vectoriel, le groupe multiplicatif K étoile, en fait, agit sur le vecteur. Donc, voilà, c'est un exemple d'une action que vous avez déjà vue. Bon, un ensemble muni d'une action, donc un ensemble E, muni d'une action à gauche par G, on l'appelle est un G ensemble à gauche. Pour faire court, on appelle ça un G ensemble. Un G ensemble, c'est donc un ensemble E muni d'une loi de composition externe de multiplication gauche par les éléments de G qui satisfait ces deux conditions. Bon, il y a aussi la notion d'action à droite que vous pouvez imaginer. Mais dans la suite, on va choisir de parler essentiellement des actions à gauche. Donc je dirais plus le qualificatif à gauche,
et je parlerai d'action tout court et de G ensemble tout court, où il est donc sous-entendu que ce soit des actions à gauche et des G ensemble à gauche. Alors l'exemple, le prototype d'une action, c'est le groupe symétrique, donc soit n un entier naturel. Je prends donc le groupe symétrique qui agit naturellement sur l'ensemble 1 à n, donc soit E, l'ensemble E à n. Alors on a une LCE, une loi de composition externe étoile de Sn croix E dans E, qui associe à sigma de Sn et x dans E l'élément sigma de x. Donc on définit, donc implicitement je définis sigma étoile x, c'est sigma de x. Donc on vérifie que c'est bien une action à gauche de Sn sur E. C'est une action. Il faut donc vérifier que l'identité étoile x, c'est x. L'identité étoile x, c'est l'identité de x. Et donc ça c'est x, par définition de l'application identité. Et si j'ai deux éléments de groupe, donc ici je vais noter sigma tau, si je les multiplie, et leur produit, je fais agir le produit sur x, alors par définition c'est sigma tau de x, et ça par définition du produit dans le groupe symétrique. La loi de composition interne dans le groupe symétrique c'est la composition, donc en fait c'est sigma rond tau de x, et ça c'est par définition sigma de tau de x. Le sigma calculer sigma en élément, c'est par définition sigma étoile cet élément. Et tau de x, pareil, tau évalué en x, c'est par définition tau étoile x. Donc on a bien la deuxième formule aussi, quel que soit sigma et tau dans Sn, et quel que soit x dans E. Donc on a bien une action de Sn sur l'ensemble de 1 à n. Voilà, donc voilà pour l'exemple. C'est vraiment le prototype d'une action. Le groupe symétrique, l'action du groupe symétrique Sn 10n sur l'ensemble de 1 à n. Alors à quoi ça sert les actions? Alors les actions, notamment, chaque fois qu'on a une action, on va avoir beaucoup de sous-groupes associés. Ça c'est la proposition suivante. Donc soit j'ai un groupe et E un G ensemble. Soit X, à chaque fois quand on prend X un élément de E, alors on a un sous-ensemble qu'on va noter G indice X. C'est l'ensemble de G dans G, là que G étoile X égale X. On dira encore que X est un point fixe pour G. G étoile X est égal à X. X ne bouge pas si on fait agir G. Donc pour une X donnée, je regarde tous les éléments de G qui ne font pas bouger X. Donc notamment ça contient l'identité. Et qu'est-ce que c'est que la proposition? En fait, G indice X, ce sous-ensemble de G, ce sous-ensemble G indice X de G, est un sous-groupe de G. Donc en présence d'un G ensemble, quand G est un groupe et on a une action de G sur un ensemble E, pour chaque élément X de l'ensemble E, on va avoir un sous-groupe associé. Donc ça va être un moyen de créer ou de construire beaucoup de sous-groupes dans un groupe. Donc chaque fois qu'on a une action, on aura, pour chaque élément de X, on a toute une famille de sous-groupes de G paramétrés par les éléments de l'ensemble.
Alors, la démonstration est très facile. Hein. Il faut démontrer qu'un sous-ensemble est un sous-groupe. Alors, on a identité étoile x égale, ou pardon, c'est pas identité, c'est l'élément neutre de G, on le note E. E étoile x égale x. Je vais fixer x et je note que E étoile x est égal à x, car étoile est une action de G sur E. D'où E est un élément du sous-ensemble G indice x. J'allais déjà le dire, on va l'appeler le stabilisateur de x en fait. D'où E appartient à G indice x. Après, il faut que je montre que G indice x est fermé pour le produit dans G, donc soit G H deux éléments dans G indice x. On calcule GH étoile x. Je veux démontrer que le produit GH dans G est encore dans le sous-ensemble G indice x de G. Donc je calcule GH facteur de x. GH entre parenthèses étoile x. Comme étoile est une action, c'est une loi d'une action, ça c'est égal à G étoile H étoile x. Or maintenant j'ai pris H dans G indice x, donc H étoile x, cet élément-là, est égal à x. Et j'ai pris G dans G indice x de même, donc G étoile x est égal à x. Donc au final, GH étoile x est égal à x. Et donc, GH est dans G indice x. Donc, le sous-ensemble G indice x est stable pour le produit. Et pour finir, il faut démontrer que G-1 est dans G indice x aussi. J'ai déjà un élément petit g dans G indice x. Je vais démontrer que G-1 aussi est dans G indice x. Donc, on a G étoile x égale x. Je vais donc multiplier à gauche par G-1. Ou plus correctement, je vais faire agir G-1. Ça, c'est un élément de E que j'ai écrit de deux manières. Donc, si je fais agir G-1 sur cet élément, j'ai deux écritures pour un nouvel élément de E. J'ai G-1 étoile G étoile x, qui est égal à G-1 étoile x. Or, le premier membre, par cette espèce d'associativité de la LCE étoile, s'écrit G-1 G étoile x, qui est donc égal à E étoile x. Or, E étoile x est égal à x, par la première condition d'une action. Donc j'ai bien G-1 étoile x égale x, et donc du coup, G-1 aussi est dans Gx, si G est dans G indice x. Voilà, et ça montre que G indice x est un sous-groupe. Et donc je l'ai déjà dit, notons-le, hein, on appelle G indice x le stabilisateur de x. Voilà, donc ça c'est une notion très importante. Chaque fois quand j'ai une action d'un groupe sur un ensemble, chaque élément x de l'ensemble me donne un sous-groupe du groupe qui agit. Donc regardons un exemple. Donc je vais encore prendre E, l'ensemble de 1 à n, qui est un Sn ensemble. Un Sn ensemble pour l'action qu'on vient de voir. Et calculons Sn indice 1, c'est-à-dire le stabilisateur de 1. Donc pour pouvoir calculer ça, il faut donc supposer que n est au moins égal à 1. Mais sinon, 1 n'est pas dans l'ensemble E, donc je prends n au moins égal à 1. Donc ça c'est l'ensemble, par définition, c'est l'ensemble des permutations dans Sn, c'est-à-dire que sigma étoile 1 égale 1. Or la loi ici c'était sigma étoile 1, c'est sigma de 1, c'est sigma évalué en 1.
Donc c'est l'ensemble des permutations de Sn qui fixe 1. Et donc ça c'est un sous-groupe, ça c'est clair, on a déjà vu des sous-groupes, les Sn de ce style-là, hein, c'est des sous-groupes isomorphes à Sn 10 n-1, parce qu'on peut identifier la permutation de l'ensemble 1 à n qui fixe 1 avec le groupe symétrique de l'ensemble des éléments de l'ensemble de 2 à n. Une permutation, donc une bijection de 2 à n dans lui-même, je peux le considérer comme une bijection de l'ensemble E en voyant 1 sur 1. Je l'étends à l'ensemble E, de l'ensemble 1 à n, en envoyant 1 sur 1. Je l'étends par l'identité sur 1. Donc du coup, voilà, il faut peut-être mettre des guillemets. Hein. Les bijections de l'ensemble de n dans lui-même ne sont pas des bijections de 1 dans n dans lui-même. Il faut dire comment les interpréter comme des bijections de l'ensemble 1 à n dans lui-même. Je viens de le dire, on va les étendre par l'identité. Donc en fait, c'est donc un groupe qui est isomorphe à Sn 10 n-1. Il suffit de mettre l'ensemble 2 à n en bijection avec l'ensemble de 1 à n-1 pour obtenir un isomorphisme. Donc c'est comme ça qu'on récupère ces sous-groupes-là qu'on avait déjà vus auparavant. On peut les voir comme stabilisateurs. Donc c'est un cas particulier d'un stabilisateur. Donc après, pour avoir plus de sous-groupes, notamment des groupes symétriques, il faudrait savoir construire de nouvelles actions. Voici un exemple facile d'une nouvelle action. Donc soit j'ai un groupe et E et F, 2G ensemble. Alors on définit une LCE sur le produit. Je vais dire ce que c'est G étoile, un couple d'éléments XY, où X est dans E et Y dans F. Donc je définis G étoile X en faisant agir G sur X et sur Y. Donc ici, ça c'est la loi sur E, et ça c'est la loi sur F. Et donc ça c'est la nouvelle loi, elles sont toutes notées étoiles, par facilité, sinon ça va être un peu lourd d'avoir plein de notations différentes. Donc ça c'est la loi sur E croix F que je viens de définir. Alors la proposition dit que E croix F est un G ensemble. Bon, la démonstration est très facile. Il y a deux choses à vérifier. Je fais agir E sur le couple. Qu'est-ce que c'est? C'est E étoile X, E étoile Y. Et comme ces deux dernières lois sont des actions, E étoile X est égal à X et E étoile Y est égal à Y. Donc j'ai bien E étoile X, Y égale XY. Et de même, GH étoile XY, par définition, c'est GH étoile X, GH étoile Y. Et comme ces deux lois-là que je viens d'écrire sont des lois d'action, GH étoile X, c'est G étoile H étoile X, et l'autre pareil, pour Y. Et maintenant, j'ai donc G étoile un élément, G étoile un autre élément, donc je peux sortir le G, et écrire G étoile de H étoile X, H étoile Y. D'après la définition de la loi étoile, de cette loi-là, sur l'ensemble produit. Et moi je peux répéter ça, parce que là, ce que j'ai ici entre parenthèses, c'est encore un élément de la forme, c'est encore un élément que je peux écrire H étoile d'un couple. Voilà. Et donc ça vient bien de montrer que
que la loi externe sur E croix F est une loi d'action. Donc a priori c'est pratique de construire de nouvelles actions parce que du coup moi je peux encore regarder les stabilisateurs. On peut se demander quel est le stabilisateur dans nos couples maintenant. Donc soit E et F encore des G ensemble. Et soit X, Y un élément de E croix F que je considère comme G ensemble par la construction précédente. Alors je peux considérer le stabilisateur de XY. Alors il se trouve que ça c'est juste le stabilisateur de X comme élément de E. Donc G agit sur E et X est dans E. Donc j'ai un stabilisateur, c'est un sous-groupe de G. J'ai aussi un sous-groupe stabilisateur de Y. Y est dans F et F est un G ensemble, donc j'ai un stabilisateur. Ça, c'est deux sous-groupes d'un G, dont je peux prendre l'intersection, et on va démontrer que le stabilisateur du couple XY, c'est simplement l'intersection des stabilisateurs. L'un est un stabilisateur pour l'action de G sur E, l'autre est un stabilisateur pour l'action de G sur F. Et donc ça, c'est vrai, quel que soit le couple XY dans E croix F. Donc là, en l'occurrence, voilà, on savait déjà que l'intersection des sous-groupes est un sous-groupe, donc ça ne nous permet pas d'avancer beaucoup quant au sous-groupe d'un groupe. Mais bon, c'est quand même, ça va quand même être intéressant de le voir comme ça. La démonstration, c'est simplement dire que bah, G étoile XY, c'est G étoile X, G étoile Y. Donc G étoile XY est égal à XY, si et seulement si. Quand est-ce que deux couples sont égaux? Ben, c'est seulement si les premières coordonnées sont égales et les deuxièmes coordonnées sont égales. Et donc ça c'est équivalent, ce qui est équivalent à dire que X est dans G indice X et Y est dans G indice Y. Et donc on a bien qu'un élément G qui fixe XY, donc qui est dans le stabilisateur de XY, ce couple-là, cet élément de G-là, est dans le stabilisateur de XY, si et seulement si, oups, ah oui, ici je me suis trompé là. Donc G étoile X égale X, c'est équivalent à dire que G est dans le stabilisateur, et G étoile Y est égal à Y, c'est équivalent à G est dans le stabilisateur de GY. Donc, le stabilisateur de XY, c'est bien l'intersection des stabilisateurs. Voilà. Donc ça, on peut encore illustrer sur l'exemple où E, c'est l'ensemble de 1 à n, vu comme Sn ensemble. Et je peux par exemple regarder l'action, je prends E et F, je prends F égale E, donc du coup j'ai E croix E, Sn ensemble. Là-dedans je peux regarder l'élément 1, 2. Donc en supposant que n est au moins égal à 2, j'ai l'élément 1, 2 dans E croix E. Et donc on a le stabilisateur de l'élément 1, 2. Et donc d'après la proposition, ce ne serait rien d'autre que le stabilisateur de 1 intersexé avec le stabilisateur de 2. Ce qui n'est pas surprenant, on peut le voir ici explicitement. Mais bon, passons à des choses plus intéressantes. Alors, une construction plus intéressante, c'est la suivante. Donc, rappelons que P ronde de E est l'ensemble des parties
partie de E. C'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E. Alors pour toutes ces constructions générales, on va avoir les actions induites. Si on a une action sur E, si E est un G ensemble, alors on peut définir une action induite, une LCE induite, donc définition soit étoile, la LCE sur P de E, définie par, il faut que je dise ce que c'est, sigma, oh pardon, pas sigma, G, un élément de G, étoile A, un sous-ensemble de E. Donc, quel que soit G dans G et A, un sous-ensemble de E, c'est-à-dire un élément de P de E, une partie de E, un sous-ensemble de E. Mais là, il n'y a pas 36 possibilités. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tous les éléments petits a de A et je calcule G étoile A. Ça existe parce que si A est dans A, si petit a parcourt le sous-ensemble grand A de E, petit a est dans E. Et E est un G ensemble, je peux calculer G étoile E. Et donc je peux faire la liste de tous les éléments, je peux constituer l'ensemble de tous les éléments, la forme G étoile E, G étoile A, pardon, où petit a parcourt le sous-ensemble A. Donc ça c'est bien un sous-ensemble de E. Et donc ça me définit à partir d'un sous-ensemble A, un nouvel sous-ensemble B, disons. Dès que j'ai un élément petit g dans G, j'ai G étoile A, c'est un sous-ensemble B de E. Voilà. Et donc la proposition dit que étoile est une loi d'action de G sur l'ensemble des parties de E. Donc P de E devient un G ensemble. Tout ça c'est très facile à démontrer. Je prends l'élément neutre de G, je dois faire agir sur un sous-ensemble quelconque, donc ça c'est par définition E étoile A ou A parcours A. Mais cette étoile-là, c'est l'action, de G sur E. Donc ça, je sais déjà que c'est une action de groupe. Donc E étoile A, c'est A. Donc j'ai le sous-ensemble des petits a où petit a parcourt A. Ça, c'est juste une façon compliquée d'écrire le sous-ensemble A. Donc j'ai bien E étoile A égale A. Et de même pour cette condition d'associativité, entre guillemets. Donc par définition, GH étoile A, ça va être GH étoile A. Donc comme là, GH étoile petit a, c'est la LCE sur E qui satisfait la deuxième condition d'une action. Donc ça, je peux l'écrire comme G étoile H étoile A, où petit a parcourt A. Donc là, j'ai un sous-ensemble de la forme G étoile quelque chose. G étoile, ça c'est G étoile, l'ensemble des éléments H étoile A, où A parcourt A. Mais ce dernier ensemble, je peux l'écrire comme H étoile, ça c'est pile H étoile A. Voilà, donc on a bien démontré que la loi définie sur l'ensemble des parties est une loi d'action. Alors, voyons un exemple. Donc toujours avec le groupe symétrique. Donc exemple. Alors je considère toujours E comme Sn ensemble. Donc je considère E avec l'action induite. Et donc maintenant, l'ensemble des parties de E, donc qui contient 2 puissance n éléments, est un Sn ensemble.
Et du coup, je peux prendre un élément là-dedans. Par exemple, 1, 2, c'est un élément de P de E, c'est un sous-ensemble de E. Si n est au moins égal à 2, ça c'est un sous-ensemble de E. Et comme Sn agit sur l'ensemble des parties de E, c'est un sens de parler du stabilisateur de cet élément. Donc ça s'écrit comme ça, G indice X, en l'occurrence ça va être S indice N, indice le sous-ensemble 1, 2 de E. Donc ça c'est par définition l'ensemble de sigma dans Sn, c'est-à-dire que sigma étoile 1, 2, 1, 2 égale à l'ensemble 1, 2. On va regarder quand est-ce que sigma étoile 1, 2 est égal à 1, 2. Alors c'est quoi sigma étoile de 1, 2? C'est-à-dire qu'il faut faire agir sigma sur tous les éléments. Donc cet ensemble-là, c'est sigma de 1, virgule sigma de 2. Donc cette condition, c'est rien d'autre que dire que l'ensemble image par sigma, ça c'est l'ensemble image par sigma, est encore l'ensemble 1, 2. Donc il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, juste pour comprendre de quoi il s'agit. Cette égalité-là, il y a deux possibilités, ou bien sigma de 1 égale 1, sigma de 1 égale 1 et sigma de 2 égale 2, ou bien sigma de 1 égale 2 et sigma de 2 égale 1. Ça, c'est la seule possibilité. Donc, par exemple, si n est égal à 4, qu'est-ce qu'on obtient? S4, stabilisateur de 1, 2. Alors, j'ai bien sûr l'identité. Disons, je prends le premier cas, sigma 1 égale 1 et sigma 2 égale 2. Quelle permutation dans S4 envoie 1 sur 1 et 2 sur 2? L'identité. Donc le cycle disjoint, ou le support doit être disjoint de l'ensemble 1, 2, si je veux que sigma 1 égale 1 et sigma 2 égale 2. Donc le support, ça peut être encore le sous-ensemble 3, 4. Hein. Donc j'ai encore la transposition 3, 4. Et après, je peux avoir le cas où sigma 1 est 2 et sigma 2 égale 1. Ça veut dire que en cycle disjoint, je suis sûr d'avoir un facteur transposition 1, 2. Donc ça peut être l'identité sur 3, 4, ou ça peut être la double transposition 3, 4, et c'est tout. Voilà, donc on retrouve un sous-groupe qu'on avait déjà vu auparavant, je pense. Un sous-groupe d'ordre 4 dans... Ça, c'est donc un sous-groupe de S4. Et donc, il est d'ordre 4. Donc, le bénéfice de tout ça, c'est que on n'a même pas vérifié que c'est un sous-groupe. Bon, ici, c'est pas compliqué. Mais on n'a pas vérifié que c'est stable pour la multiplication, et que c'est stable pour l'opposé, et que ça contient l'élément neutre. On n'a rien à vérifier. On l'a fait une fois pour toutes. À chaque fois qu'on a un sous-ensemble qui est le stabilisateur d'un élément pour une action d'un groupe G, alors on obtient un sous-groupe. Et on va voir des exemples de plus en plus intéressants dans ce paragraphe. Donc, comme je disais, à chaque fois quand on a une nouvelle construction à partir d'un ensemble qui est un G ensemble, on va avoir une action naturelle. Alors maintenant, ce serait intéressant de regarder l'ensemble des partitions de l'ensemble. Ça, c'est pareil, on va avoir une action naturelle. Donc, rappelons ce que c'est une partition d'un ensemble, soit E un ensemble. Une partition de E est pour le dire un peu vaguement dans un premier temps, est
est une collection de sous-ensembles non vides est une collection de sous-ensembles non vides, une collection, je vais l'appeler P, une collection P de sous-ensembles non vides de E, c'est-à-dire que tout élément de E appartient à un et un seul membre de la collection P. Donc pour faire un dessin, si on a un ensemble à 3 éléments, par exemple une collection, c'est de prendre ce sous-ensemble-là et ce sous-ensemble-là. Donc ça c'est le dessin qu'on a en tête. Là j'ai deux sous-ensembles non vides de l'ensemble 1, 2, 3. Et chaque élément de l'ensemble 1, 2, 3 appartient à un seul membre de la collection. Les deux membres de la collection, c'est singleton 3 et le doubleton 1, 2. Pour le formuler de manière un peu plus précise, ça va être utile dans des démonstrations. Donc plus précisément, une partition de P est un sous-ensemble, comme c'est une collection d'ensemble une collection de sous-ensembles de E, c'est donc un sous-ensemble de l'ensemble des parties de E, tel que, premièrement, tous les éléments, tous les membres de P, qui sont donc des sous-ensembles de E, sont non vides. Deuxièmement, pour tout x dans E, tout élément de x appartient à un élément de P. Pour tout x dans E, il existe un A dans P avec x dans A. Ou encore, ça s'écrit comme ça veut dire que la réunion des membres de P, ça s'écrit comme ça, la réunion des membres de P, c'est E. Avec un grand symbole de réunion. Et troisièmement, on veut que tout élément de E n'appartient qu'à un seul élément de P. Donc ça veut dire que les membres de P sont disjoints, sauf s'ils sont égaux. Donc ça se formule de manière très agréable comme ça, c'est que si A et B sont deux éléments de P, et leur intersection est non vide, alors ces éléments sont égaux. Voilà. Donc ça rappelle la propriété des classes d'équivalence, n'est-ce pas, pour une relation d'équivalence. Là aussi, on a, si deux classes s'intersectent, alors elles sont égales. Et d'ailleurs, E est la réunion des classes d'équivalence, et chaque classe d'équivalence est non vide, parce que tout élément est équivalent à lui-même. En fait, les partitions proviennent souvent des relations d'équivalence. Et la partition associée à une relation d'équivalence, c'est l'ensemble des classes d'équivalence. Et d'ailleurs, réciproquement, si on a une partition, on peut définir une relation d'équivalence pour lesquelles les classes d'équivalence sont les membres de la partition. On n'a qu'à dire que deux éléments x, y sont en relation, si et seulement si, ils appartiennent aux mêmes membres de la collection P, de la partition P. Et on montre facilement que ça c'est une relation d'équivalence, et à partir de là, on a une relation d'équivalence dont les classes d'équivalence sont exactement les membres de P. Donc parler de partition d'un ensemble E, c'est vraiment équivalent à considérer une relation d'équivalence sur E. Mais bon, c'est un peu plus parlant, peut-être en le formulant comme ça, qu'une partition, c'est une collection de sous-ensembles non vides de E, c'est-à-dire que tout élément de E appartient à un et un seul élément de P. Mais lorsqu'il faut démontrer qu'une collection de sous-ensembles de E est une partition, il vaut mieux vérifier les trois conditions. C'est des conditions très
très précises et qui sont plus faciles à vérifier. Faisons déjà un exemple de partition. Alors, quelles sont les partitions de l'ensemble, justement, 1, 2, 3 mais on peut le faire d'abord en dessin. 1, 2, 3, donc c'est mon ensemble E, c'est l'ensemble 1, 2, 3. Mais j'ai la partition triviale. Je mets tout le monde dans un seul sous-ensemble. Donc ça c'est la partition. C'est une collection de sous-ensembles. Donc si on veut écrire la partition, il faut donc regarder une collection de sous-ensembles. Ici j'ai une partition qui n'a qu'un seul membre, qui est constitué d'un seul sous-ensemble de E. Donc forcément, le sous-ensemble 1, 2, 3, parce que tout le monde doit appartenir à un membre, et à un seul membre. Donc j'ai juste, voilà, j'ai la partition constituée du sous-ensemble 1, 2, 3 tout entier. Donc cette partition s'écrit comme ça. Bon, ça c'est une partition triviale, c'est pas la partition la plus intéressante. On avait déjà celle-là. Ça c'est la partition où j'ai deux membres. J'ai 1, 2, doubleton 1, 2, et j'ai singleton 3. Et donc je les mets dans un ensemble. Ça c'est une partition. Ça on peut encore varier. Je peux mettre 1 et 3 ensemble dans un doubleton, et 2 tout seul. Ça c'est une autre partition. C'est la partition 1, 3 et singleton 2. Ou encore, je peux mettre 2 et 3 ensemble. Et 1 tout seul. Donc ça c'est la partition singleton 1 et le doubleton 2, 3. Donc on peut faire un parallèle avec les partitions du nombre 3. Hein. La première partition, ça correspond à la partition triviale du nombre 3, 3 égale 3. Et les trois suivantes sont des partitions qui correspondent à la partition 3 égale 2 plus 1. Et la dernière partition du nombre 3, c'est 1 plus 1 plus 1. Donc ça serait où je mets tout le monde tout seul dans un singleton. Donc ça c'est la partition singleton 1, singleton 2, singleton 3. Voilà, ça sont les partitions de l'ensemble 1, 2, 3. Donc la première et la dernière, c'est les partitions triviales. Hein. Vraiment les partitions intéressantes sont les trois autres. Donc on note si E est un ensemble, on note pi de E. Notons pi majuscule de E, l'ensemble des partitions. Donc les éléments sont des partitions. P, partition de E. C'est cet ensemble-là sur lequel on va avoir une action induite de G qui est intéressante. Donc l'exemple ici, ça devient de plus en plus hiérarchisé. Hein. Si E est égal à 1, 2, 3, je viens de lister les partitions qu'il faut donc mettre ensemble. Donc pi de E, pi majuscule de E, l'ensemble des partitions, c'est que la première partition, c'était la partition 1, 2, 3. La deuxième partition qu'on avait, c'était, il y avait le doubleton 1, 2, et le singleton 3, c'est une partition qui est donc un élément de pi de E. Ensuite, on avait la partition qui avait un doubleton 1, 3 et un singleton 2. Puis on a eu la partition 1 tout seul, singleton 1 et 2, 3. Et pour finir, on a la partition dont les membres sont que des singletons. Et donc ça s'écrit comme ça. Et donc ça c'est l'ensemble des partitions de E. Alors donc la proposition c'est que
soit E, un G ensemble. Soit P une partition de E. Alors, si je définis G étoile P par... Qu'est-ce que je peux faire? Les membres de la partition, c'est le sous-ensemble de E. Donc je sais maintenant ce que c'est G étoile A, quand A est un sous-ensemble de E. Donc je fais parcourir A les membres de la partition, et je fais agir G sur ces membres-là. Et je dis que ça c'est encore une partition de E. Donc, du coup, j'ai défini une loi de composition externe sur pi de E. Et donc la deuxième assertion de cette proposition, c'est que de plus pi de E est un G ensemble sous cette loi de composition externe. Donc je vais commencer par montrer que G étoile P est une partition. Montrons que G étoile P est une partition de E. Donc, où on suppose que où P est une partition de E. Et G est un élément de G. Rappelons que G étoile P, c'est l'ensemble des sous-ensembles de E de la forme G étoile A, où A est dans P. Donc, comme P est une partition, si A est dans P, A est un non vide, par définition d'une partition. Et donc, G étoile de A, comme ensemble des éléments obtenus en faisant l'ensemble des éléments obtenus en faisant agir G sur les éléments de A, forcément, cet ensemble est non vide. Si A dans P, A non vide, et G étoile A non vide. Donc on a vérifié la première condition, que G étoile P, c'est bien une collection de sous-ensembles de E non vide. Une collection de sous-ensembles non vides de E. Ensuite, il faut montrer que tout élément de E est dans au moins un membre de la collection. Donc soit X dans E. On doit trouver, on cherche A dans P, tel que X appartient à G étoile A. Hein, il faut bien comprendre, ici P, la partition est fixe. Petit g est un élément fixe. Je démontre que pour petit g et pour grand P fixe, je démontre que G étoile P est une partition. Donc pour un élément X dans E, je veux démontrer qu'il existe un A dans P, donc un élément de G étoile P qui le contient, donc ça veut dire que je cherche un A dans P tel que X dans G étoile A. Bon, évidemment, ça nous fait penser à l'élément G-1 de X, parce qu'après, si je montre que G-1 de X dans A, j'ai de fortes chances qu'en faisant agir G, que Gx va être dans A. G fois G-1 de X, qui est égal à X, va dans G étoile A. Donc, ça nous donne envie de regarder l'élément G-1 étoile X. Ça, c'est un élément de E. Et comme P est partition, il existe un A dans P, le contenant. G-1x est dans A. Mais si G-1x est dans A, par définition de G étoile A, G étoile G-1 étoile X est donc dans G étoile A. Mais cet élément-là, en utilisant l'associativité et le fait que E étoile X est égal à X, c'est X.
Donc au final, j'avais choisi un élément X dans E quelconque, et je démontre qu'effectivement, il est dans un sous-ensemble de la forme G étoile A avec A dans P, c'est-à-dire que les membres de la partition P, les membres de la partition G étoile P recouvrent E tout entier. Donc on a vérifié la deuxième condition pour une partition. Maintenant, pour la dernière condition, il faut démontrer que si A et B sont deux éléments de la collection, avec A inter B non vide, donc il faut montrer que A est égal à B. Deux membres de la partition sont disjoints, ou alors ils sont égaux. Donc on suppose qu'ils sont non disjoints et on montre qu'ils sont égaux. Comme A et B sont dans G étoile P, il existe A' et B' dans P, tel que A est égal à G étoile A' et B est égal à G étoile B'. Parce que G étoile P, c'est l'ensemble, justement, c'est la collection de sous-ensembles de E de la forme G étoile A où A est dans P. Donc pour A et B, j'ai deux éléments, deux membres de P, A' et B', avec cette propriété-là. Et mon hypothèse, c'est que A inter B est non vide, donc je vais en déduire que A' inter B' est non vide, bien sûr. Comme A inter B est non vide, il existe un X dans A inter B. Donc, du coup, X est dans A, et donc en multipliant à gauche par G-1, G-1 étoile X est donc dans G-1 étoile A, par définition de G-1 étoile A. G-1 étoile A, c'est G-1 étoile, A étant égal à G étoile A'. G-1 étoile A, c'est G-1 étoile facteur de G étoile A'. Et comme là, cette étoile-là, c'est une action sur le sous-ensemble de E, ça c'est égal à G-1 G étoile A'. Et donc ça c'est E étoile A', et comme c'est toujours une action, c'est égal à A'. Donc j'ai G-1 étoile X dans A', et de même, G-1 X étoile X est dans B'. Donc les membres A' et B' ont une intersection non triviale. A' et B' dans P ont une intersection non triviale. Mais P est une partition par hypothèse. Et donc A' est égal à B'. Et donc aussi, le sous-ensemble obtenu en faisant agir G, G étoile A' égale G étoile B', mais ce dernier est égal à B et le premier est égal à A, donc on a bien démontré A égale à B. Voilà, donc par conséquent, on vient de démontrer que G étoile P est une partition de E, lorsque P est une partition de E et G est un élément de G. Après, c'est facile de vérifier que c'est une action, hein, cela définit une action de G sur l'ensemble des partitions de E. En fait, c'est facile parce que en fait, on a une action. Qu'est-ce que c'est qu'une partition? Une partition de E, c'est une collection de sous-ensembles de E. Donc, pi de E, c'est une collection, c'est un ensemble de collections de sous-ensembles de E. En fait, pi de E, c'est un sous-ensemble de P de E. L'ensemble des parties de l'ensemble des parties de E.
Une partition, c'est un ensemble de parties de E. Donc l'ensemble des partitions, c'est un sous-ensemble de l'ensemble. C'est un sous-ensemble de l'ensemble des parties de E. Et on a déjà une action de G sur ça. Parce que j'applique la proposition précédente 2 fois. E est un G ensemble, donc P de E est un G ensemble, et donc P de E aussi est un G ensemble. Et cette action-là, l'action sur pi de E est exactement l'action, c'est la restriction de l'action de G sur P de E. Donc, la restriction de la loi étoile sur P de E la restreint à pi de E, qui est un sous-ensemble de P de E, est la loi, est la LCE dont on vient de démontrer que pi de E est stable pour cette loi. Et la LCE sur pi de E qu'on vient d'étudier. Alors, regardons un exemple. Regardons un exemple. Alors, pour un exemple voilà, qui va être vraiment intéressant tout à l'heure, je vais prendre E, l'ensemble à 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Et je prends la partition, soit P, la partition, je mets 1 et 2 ensemble dans un sous-ensemble de E, et 3 et 4. Donc ça, c'est un élément de pi de E. C'est une partition de E. C'est clair. Et donc du coup, comme pi de E est un S4 ensemble, je peux étudier le stabilisateur de P pour cette action de S4. Donc on se demande qu'est-ce que c'est que le stabilisateur. Donc ça, par définition, c'est l'ensemble de sigma dans S4. Donc sigma étoile P égale P. Donc on se pose la question, quand est-ce que sigma étoile P égale P? Qu'est-ce que c'est que sigma étoile P? Sigma étoile P, c'est par définition faire agir sigma sur chaque sous-ensemble, chaque membre de P. Donc, oups. Donc on a sigma étoile P égale P. C'est seulement si, écrivons-le, sigma étoile 1, 2. Là j'ai 2 éléments. Il faut que cet ensemble de 2 éléments soit égal à cet ensemble-ci à 2 éléments. Donc il y a 2 possibilités. 2 cas. Le premier cas, c'est que lorsque sigma étoile 1, 2 est égal à 1, 2, et sigma étoile 3, 4 est égal à 3, 4. Et le deuxième cas, c'est lorsque sigma étoile 1, 2 est égal à 3, 4, et sigma étoile 3, 4 est égal à 1, 2. Ça, c'est la seule possibilité pour avoir égalité de 2 ensembles. Alors, évidemment, de manière générale, on a sigma
donc sigma étoile AB, c'est sigma de A, sigma de B, est égal à un autre doubleton CD. Si et seulement si, on a deux possibilités, sigma de A égale C et sigma de B égale D, ou bien sigma de A égale D et sigma de B égale C. Donc dans le premier cas ici, sigma étoile 1, 2 égale 1, 2, j'ai deux possibilités. Je peux avoir sigma 1 égale 1 et sigma 2 égale 2. Ou je peux avoir sigma de 1 égale 2 et sigma de 2 égale 1. Donc regardons dans le premier cas. Donc le premier cas, qu'est-ce que ça peut être sigma? Donc sigma peut être l'identité sur 1, 2. Et ça peut être l'identité sur 3, 4. Donc sigma c'est l'identité tout court. Ou sigma peut être l'identité sur 1, 2, mais échanger 3 et 4. Donc ça c'est la transposition 3, 4. Et puis, sigma peut être la transposition de 1, 2 et l'identité sur 3, 4. Ou sigma peut être la transposition 1, 2 et la transposition 3, 4. La double transposition 1, 2, 3, 4. Ça c'est ce qui peut arriver dans le premier cas. Le deuxième cas est plus intéressant. Alors là, sigma peut jamais être l'identité sur 1, 2. J'envoie 1 sur 3 et 2 sur 4, par exemple. Deuxième cas, sigma envoie 1 sur 3 et 2 sur 4, par exemple. 1 sur 3 et 2 sur 4. Je ne mets encore rien ici. Et sigma envoie, par exemple, 3 sur 1 et 2 sur 4. Si j'envoie 3 sur 1, 2 sur 4, en fait, ça va être ça. Mais l'autre possibilité, c'est que sigma envoie 1 sur 3 et 2 sur 4, mais envoie 3 sur 2 et 4 sur 1. 3 sur 2 et 4 sur 1. C'est exactement le cycle, la permutation cyclique de longueur 4 que je viens d'écrire. Ou l'autre possibilité, c'est que sigma envoie non pas 1 sur 3, mais 1 sur 4 et 2 sur 3. Du coup, j'ai 1, 4 ou 2 sur 3. Là, j'ai deux possibilités. Ou bien, si sigma envoie 1 sur 4 et 2 sur 3, de toute façon, sigma peut envoyer 3 sur 1 et 4 sur 2. 3 sur 1 et 4 sur 2, ça c'est cette permutation cyclique-là. Et l'autre, c'est un 4, 2, 3, où il envoie 4 sur 1 et 3 sur 2. Alors, donc au final, c'est le stabilisateur. Ça, c'est tous les éléments donc, du stabilisateur. Le stabilisateur de cette partition, c'est l'ensemble de ces 8 permutations ici. Donc c'est l'identité. J'ai la transposition 3, 4. Et la transposition 1, 2. J'ai la double transposition 1, 2, 3, 4. J'ai la double transposition 1, 3, 2, 4. J'ai la double transposition 1, 4, 2, 3. Et on a deux permutations cycliques de longueur 4. 1, 3, 2, 4. Et encore 1, 4, 2, 3. Et donc en particulier, c'est un sous-groupe. C'est un sous-groupe de S4. En fait, on l'a déjà vu. Hein, en fait, on avait déjà vu que c'est un sous-groupe dans le paragraphe sur le deuxième théorème d'isomorphisme. Hein, en fait, c'est le sous-groupe
le produit HK, où H c'est le sous-groupe engendré par 1, 2, et K c'est le sous-groupe des doubles transpositions. Où K est le sous-groupe de S4 des doubles transpositions. Voilà donc pour un exemple déjà intéressant. Et pour la cerise sur le gâteau, on va démontrer maintenant enfin, en utilisant ces actions-là, que le sous-groupe des doubles transpositions est un sous-groupe sans calculer tous les produits. Soit E toujours l'ensemble 1, 2, 3, 4. Et S4. Et S4 comme sous-ensemble, comme S4 ensemble. Donc on a vu que pi de E, l'ensemble des permutations, l'ensemble des partitions de E est un S4 ensemble. Et on a vu que si on a deux S4 ensemble, on peut constituer le produit. Mais je peux faire pareil pour le produit de 3 S4 ensemble. Donc on va considérer ici pi de E puissance 3, c'est-à-dire je regarde des triplets de partitions. Ça, c'est donc est un S4 ensemble. On fait agir les éléments de S4 sur toutes les coordonnées, comme on a vu précédemment. Donc je vais prendre un élément très particulier de ce cube de pi de E. Donc je prends... donc il faut se donner 3 partitions de E. Donc P1, c'est la partition de tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Et je prends les deux autres partitions à deux membres des cardinal 2. Donc il y en a, en fait, il y a 3 partitions. Il y a 3 partitions de ce type-là. Je prends P2. J'ai 1, 3, 2, 4. Et P3, la partition 1, 4, 1, 4, 2, 3. Et je prends P, donc P, ça va être le triplet P1, P2, P3, un triplet de partitions, donc pi de E puissance 3. Et on se donne comme tâche, déterminons le stabilisateur S4, dans S4, de cet élément P, du G ensemble pi E puissance 3. Donc comme on a vu, ça c'est rien d'autre que en fait l'intersection des stabilisateurs de P1, P2 et P3. Où là c'est le stabilisateur pour l'action de S4, pour l'action de S4 sur pi de E en fait. Donc je me ramène à une intersection de 3 stabilisateurs pour l'action de S4 sur pi de E. Donc maintenant on peut oublier pi de E puissance 3, on va simplement s'amuser à calculer 3 stabilisateurs dont on a déjà calculé un. S4, donc rappelons que le stabilisateur de P1, c'était la partition P de tout à l'heure. C'était, on va essayer de le mettre sur une ligne, c'est difficile. Identité. Transposition 3, 4. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, et il y a 2
permutation de longueur 4, 1, 3, 2, 4, et 1, 4, 2, 3, qu'on avait vu tout à l'heure. Alors maintenant, on peut en déduire les autres très facilement, parce que, regardons P2, P2, c'est juste la partition que j'obtiens si je, au lieu de, si j'échange 2 et 3. P2, c'est la partition que j'obtiens à partir de P1 si j'échange 2 et 3. Donc le nom des éléments n'ont pas beaucoup d'importance dans ces affaires-là. Si je change le nom de 2 et 3 et que je les échange et je les appelle 3 et 2, j'obtiens un stabilisateur qui est le même stabilisateur où j'échange partout 2 et 3. Par symétrie, en fait, il suffit d'échanger 2 et 3 partout dans le stabilisateur de P1. Donc j'échange 2 et 3, donc 1, 3, ça devient 1, 2, 3, 4. J'échange 2 et 3, donc c'est 1, 4, 3, 2, qui est égal à la transposition de 2, 3, mais faisons ça systématiquement. J'échange 2 et 3, donc ici ça va être 1, 2, 3, 4. Et je change 2 et 3, ça fait 1, 4, 3, 2. Voilà, c'est un autre groupe à 8 éléments, d'ordre 8, dans S4. C'est sans doute le groupe HK, où H est le sous-groupe engendré par un 3 par exemple, ou 2, 4, peu importe. Et K, toujours le sous-groupe de double transposition. Et le même pour le stabilisateur de P3. Alors P3 est obtenu, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il est obtenu à partir de P1 en échangeant 2 et 4. Si dans 1, 2, je remplace 2 par 4, si dans 1, 2, je remplace 2 par 4, j'ai 1, 4. Si dans 3, 4, je remplace 4 par 2, j'ai l'ensemble 2, 3. Donc je vais échanger 2 et 4 dans le stabilisateur de P1 pour obtenir le stabilisateur de P3. Donc je regarde les éléments du stabilisateur de P1. Donc, identité, ça ne change rien. Ici j'ai 3, 4, je change 2 et 4. Donc ça va être 3, 2. Ensuite 1, 2, je change 2 et 4, donc ça va être 1, 4. Ensuite, je change 2 et 4, donc je vais avoir la double transposition 1, 4, 3, 2. Ainsi de suite. Ici, j'ai 1, 3, je change 2 et 4, ça va être 4, 2. Ici, je vais avoir 1, 2, 4, 3. Et puis, pour la transposition d'ordre 4, je change 2 et 4 toujours. Donc c'est 1, 3, 4, 2. Et 1, 2, 4, 3. Voilà, donc ça c'est un autre sous-groupe de S4 d'ordre 8. Et donc en fait c'est encore un sous-groupe de la forme H fois K, où K est le sous-groupe de double transposition, et H par exemple le sous-groupe engendré par 3, 2 ou 2, 3 ou 1, 4, peu importe. Et maintenant il s'agit de calculer l'intersection. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a ici 6 transpositions sans répétition. Hein, c'est bien, on voit bien qu'on a le 6 sous-ensemble de l'ensemble 1 à 4 à 2 éléments. J'ai 1, 2, j'ai 1, 2, j'ai 1, 3, j'ai 1, 4, j'ai 2, 3, j'ai 2, 4 et j'ai 3, 4. Donc toutes les doubles transpositions y sont. Et en particulier, je vois que au niveau des toutes les transpositions y sont, et il n'y en a donc aucune qui est commune à deux groupes, donc encore moins commune aux trois sous-groupes.
Et pareil pour les permutations de longueur 4. J'ai eu le 6 transpositions permutations de longueur 4 ici. Donc là non plus, il n'y en a aucune qui est à la fois dans les 3. Donc les seuls éléments qui sont dans l'intersection, donc ça c'est le stabilisateur de P, donc c'est S4 indice P1 enter S4 indice P2 enter S4 indice P3. Évidemment il y a l'identité et les éléments qu'on n'a pas encore regardés, c'est les doubles transpositions. Donc 1, 2, 3, 4, il est dans tous les 3. Et 1, 3, 2, 4, pareil. Et pour finir, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Donc les doubles transpositions sont dans les 3. Donc ici j'ai un 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4. Et 1, 4, 2, 3. Donc c'est le sous-groupe K. C'est le sous-ensemble K de double transposition. Donc en particulier, on a enfin K est bien un sous-groupe de S4. Donc c'est vrai avec pas mal de travail, après tout, mais donc ça, il y a une raison pourquoi ce sous-ensemble est un sous-groupe de S4. C'est parce que c'est un stabilisateur d'un élément pour une action de S4 sur un ensemble. Et ça va être systématique. En fait, on va voir que tout sous-groupe est le stabilisateur d'un élément pour l'action du groupe sur un ensemble bien choisi. Voilà donc pour l'exemple, et voilà pour ce paragraphe.